Laissée seule, elle commence à planifier une évasion. Avant le soir, personne ne remarquera son absence, et ils auront peu de temps avant la tombée de la nuit. Elle doit s'échapper et commence à essayer de se libérer. Elle se souvient qu'elle a les petits ciseaux de couturière dans son sac à bandoulière en cuir. Avec difficulté, elle parvient à les prendre et commence à couper et à effilocher les rubans. Elle se croit seule à ce moment-là, mais en réalité, depuis quelques minutes, quelqu'un l'observe derrière un buisson. Soudain, des bruits à sa droite, un bruissement. Elle se tourne vivement vers l'endroit d'où vient le bruit mais ne voit rien. Cependant, elle aperçoit quelque chose qui bouge derrière une colonne. C'est là. Parmi les buissons, il y a quelque chose, ça n'avance pas mais ça bouge. Ça lui tourne autour. Un loup. Incapable de bouger ses mains, il frappe le sol de son pied libre. L'animal s'éloigne. Elle a maintenant de l'adrénaline dans le corps et a l'impression d'avoir la chair de poule. En serrant les dents, elle commence à tirer, à déchirer et à tirer de toutes ses forces. Mais c'est la force du désespoir. Et elle se libère. Elle enlève immédiatement sa cagoule et parvient enfin à respirer profondément. Satisfaite et pleine de détermination, elle veut maintenant rentrer chez elle, à n'importe quel prix. Entre-temps, les membres de la famille qui l'attendaient ont donné l'alerte. Ricardo part chercher des renforts, il sonne le cor devant l'église de la place. Puis il va chercher des volontaires à l'auberge, mais les gens ont peur. Personne ne se joint à l'expédition. Mais ils prieront pour que Girolamo et Rosalia soient bien vivants. Ricardo part en reconnaissance avec un collègue et Daniela, la seule capable de s'orienter. Les autres gardes du château prennent un chariot de transport, le chargent de plusieurs armes, dont des armes à feu, et les suivent avec quelques minutes de retard. Ils trouvent la calèche cachée dans la végétation à la sortie du village. Il leur semble impossible que personne n'ait vu ou entendu quoi que ce soit. Daniela trouve les traces dans l'herbe, mais à ce moment-là, ils ne savent pas que le corps de Girolamo est caché quelque part dans les buissons. À la tour de la baie, Daniela voit bien qu'ils se sont séparés. Les pistes continuent dans deux directions, l'une vers la voie d'eau et l'autre vers le village fantôme. Daniela trouve le bracelet de Rosalia. Elle ne sait pas si elle doit s'arrêter et attendre des renforts. Ricardo préfère continuer et essayer de les prendre par surprise. Il avance avec son arme à la main, prêt à tirer, tandis que Moreau brandit une épée, prêt à s'en servir. Ils arrivent aux premières maisons et la voient, c'est Rosalia. Elle aussi sort de là avec des ciseaux et une pelle à la main. Rosalia est saine et sauve, mais elle parle de Girolamo. Ricardo lui explique qu'ils ne peuvent plus rien faire. Il fait nuit, ils sont seuls, les habitants sont restés au village, ils doivent rentrer. Le lendemain, le corps de Girolamo est retrouvé. L'arme du crime est un carreau d'arbalète, de la chasse. Dans la vieille taverne abandonnée, on retrouve les signes de l'emprisonnement. Les cordes, la cagoule, beaucoup d'argent en différentes monnaies, dont tout ce que possédait Girolamo. Il y a des dizaines de sacs remplis de sel. Dans un coin, une boîte avec 6 bouteilles d'alcool. On suppose que les coupables sont les loups de Comacchio. Ricardo demande des hommes et des moyens, mais la déclaration d'intérêt du Monte di Pietà arrive. La confirmation que les finances du duché ne permettent pas d'autres dépenses. Il commence à interroger les citoyens en personne, mais personne ne parle, personne n'a vu ni entendu. Tous disent qu'ils ne savent rien, qu'ils ne peuvent pas l'aider à trouver le coupable. Les citoyens ont peur. Depuis des années, ils sont témoins et victimes de ces phénomènes de brigandage local. Les coupables sont inconnus. Il est inutile d'insister, disent-ils à Ricardo. Remercie le Seigneur d'avoir sauvé ta femme. L'affaire risque d'être classée. Le gentilhomme Ugolino Martelli, père de Girolamo, s'en occupe. Il veut que justice soit faite pour la mort de son fils. Sa mère Ginevra suggère d'engager les voisins. Ugolino livre un médaillon en or. Mais les Mainarda acceptent sans demander de compensation. Ils ont hâte de montrer leur force. Ils passent leur journée au camp d'entraînement. Ils vont venger leur ami d'enfance, avec un immense plaisir. Des chevaliers en armure sont vus en train de prendre des mesures sur un talus à l'extérieur de Comacchio, et ils parlent d'y amener les canons. Les seigneurs de Comacchio sont immédiatement informés. La nouvelle se répand que de nombreux hommes se rassemblent. 2 heures plus tard, le chef des loups de Comacchio se présente spontanément aux gardes pour clarifier certains points. Il se montre immédiatement étonné et coopératif. Il leur propose d'entrer et de s'asseoir autour d'une table. Il a apporté un petit cadeau et montre une caisse contenant 6 bouteilles d'alcool.
identique à celle trouvée dans la cachette. Ils confirment que la vieille taverne abandonnée du village fantôme est en fait leur entrepôt. Comme d'autres cachettes, il sert à stocker le sel, qui est ensuite trié et chargé sur des wagons pour être commercialisé. Il exclut catégoriquement leur implication. Rosalia a été placée là exprès pour les piéger. Il fournit de nombreuses preuves pour leur défense. Il ajoute des informations utiles à l'enquête, qui soutiennent toute sa version. Le soir venu, il a réussi à convaincre tout le monde. Ricardo, le père de Rosalia, et aussi les Menardas, qui voulaient plutôt le décapiter. La recherche de la vérité se poursuit le lendemain dans la direction opposée, vers le nord. Les investigations conduisent à soupçonner une étrangère. On suppose qu'il s'agit d'une espionne, une collaboratrice qui travaille pour les pilleurs de la vallée. Elle a été aperçue près de la mercerie de Myriam. Ensuite, elle a été vue près du château, mais aussi, plus tard, près de la maison de Rosalia. Elle s'appelle Giuseppina Torricelli. Les gardes parviennent à la localiser et à l'arrêter. Avec la capture de Giuseppina, que la bande appelle la Vipère, le chef, furieux, organise des représailles. Il rassemble ses hommes. Les pillards de la vallée partent à l'assaut d'un village. Ils trouvent un groupe de femmes en train de laver du linge à la rivière. Ils les prennent en otage. Ils tuent 2 enfants qui jouaient avec leur mère. Puis ils commencent à piller les maisons. Ricardo et ses gardes, Pier Ferdinando et ses chevaliers, les Menarda et leur infanterie leur viennent en aide. Les aigles ducales attaquent. L'affrontement est violent. Les brigands sont touchés par les coups de canon, fauchés par les arquebuses. C'est un massacre. Le chef tente de se replier vers les bateaux. Mais ils sont chargés par la cavalerie de Pier Ferdinando qui ne leur laisse aucune échappatoire. Ils sont tous exécutés sur le champ, sauf 2, trop jeunes. Les maraudeurs des vallées mettent fin à leur infâme carrière criminelle cet après-midi-là, mais cette réaction a complètement changé le comportement de la population locale. Le château de Mesola est achevé 3 ans plus tard. Il devient pleinement opérationnel. Un nouveau percepteur arrive. Et même les loups de Comacchio peuvent reprendre leurs activités sans problème. Si vous avez aimé cette histoire, je recommande Le Château des Horreurs.